introduire mon intervention, il me faut tout d'abord préciser que le thème proposé initialement pour cette journée d'études traitait de la difficulté du dialogue entre chirurgiens et psychanalystes. Difficulté qui a été mise en évidence par l'expression « dialogue de sourds ». Si cette problématique n'apparaît plus clairement aujourd'hui, elle me semble toutefois importante à considérer, car quand les dialogues de sourds se repèrent facilement dans les conflits et les dissensions qu'ils induisent, ils peuvent tout aussi bien se voiler lors de débats présentés comme constructifs ou novateurs qui ne produisent aucun changement. Le terme de débat stérile illustre bien cette confusion. L'étude de ces impasses discursives me semble donc primordiale, a fortiori dans le champ de la santé, où nous allons voir qu'elles induisent un double dysfonctionnement. D'un côté, les mécompréhensions sur lesquelles reposent ces blocages dialectiques engendrent des systématismes délétères au nom du soin. D'un autre côté, elles empêchent de mettre en place un système de santé publique qui articule logiquement le champ de la médecine et celui de la psychanalyse. Elles empêchent, autrement dit, de considérer une logique clinique qui tienne compte à la fois de l'organisme, du corps et du psychisme de l'être parlant, clinique théorisée par le docteur De Amorim il y a plus de 30 ans, sous le terme de clinique du partenariat. Pour mieux saisir l'ampleur et l'impact de ces mécompréhensions dans le champ de la santé, je vous propose de faire un détour qui illustre bien les conséquences problématiques de ces dialogues de sourds. Quiconque a assisté à un repas de famille tumultueux peut se rendre compte que certaines discussions sont parfois impossibles, si bien qu'il est de coutume de soigneusement les éviter. Le phénomène s'est même tellement normalisé qu'il est aujourd'hui communément admis de ne parler, lors de certains dîners, ni de religion, ni de politique. Si la banalisation de ces blocages discursifs peut déjà nous poser question, elle nous invite à nous demander ce qui engendre ces impossibilités de discuter et pourquoi ces thématiques produisent autant de passion, de clivage et de dissension. Qu'il s'agisse d'idéologies politiques ou religieuses, nous pouvons déjà remarquer que leur point commun réside dans le fait qu'elles constituent des systèmes, c'est-à-dire des constructions de l'esprit, ensemble de propositions, de principes et de conclusions qui forment un corps de doctrine. Ce premier repérage permet de dégager une autre caractéristique commune, à savoir que ces systèmes se spécifient par leur clôture et leur herméticité. En d'autres termes, c'est parce que ces systèmes sont fermés que les propositions qui les composent ne peuvent être ni discutées ni remises en question. Les débats politiques auxquels nous pouvons assister illustrent remarquablement le caractère figé et hermétique de ces idéologies. Ainsi, quand cette fermeture d'esprit ne se traduit pas directement par de la cacophonie, des ruptures ou des disputes violentes, elle se représente par des formes de débat tout aussi stériles que fallacieux, où chaque intervenant campe sur ses opinions et où le dialogue se confond subrepticement avec une succession de monologues. Alors, si nous pouvons toucher du doigt la rigidité qui caractérise ces systèmes et les impasses dialectiques qui en résultent, il est possible de dégager la fonction de cette herméticité. Elle maintient la cohérence des propositions au sein du système. Autrement dit, la rationalité des propositions dépend de leur isolation, c'est-à-dire du fait de n'être pas articulées à d'autres propositions. Prenons un exemple concret dans le champ du soin. Le remboursement systématique des consultations médicales est considéré comme un acquis social. Et depuis peu de temps, les consultations psychothérapeutiques peuvent également être remboursées par la sécurité sociale. Si cette prise en charge des soins peut apparaître comme une idée judicieuse, progressiste et vertueuse, et si ces idées peuvent se lier au sein d'un système où la maladie est considérée comme une injustice, comme un préjudice à dédommager, et où l'État s'apparente à la providence, il est possible de remarquer que la cohérence de ces propositions repose uniquement sur leur isolation. Car dès lors que ces mêmes raisonnements sont associés à ce que nous savons de la complexité de l'être parlant, et notamment de la tendance de son moi à s'aliéner
à se laisser porter, ces mêmes idées se révèlent au contraire antinomiques du soin et de sa visée, dégagée par Fernando de Amorim, à savoir que l'être construit sa responsabilité de conduire aussi sa destinée. Ainsi articulé aux avancées de la psychanalyse et aux résultats qui ressortent de la CPP, et notamment de la possibilité pour les patients de régler leur consultation en fonction de leurs moyens, le remboursement systématique des soins apparaît donc comme une belle idée, certes, mais littéralement opposée aux soins. En d'autres termes, ces propositions sur lesquelles se structure aujourd'hui notre système de santé ne peuvent se soutenir logiquement qu'en restant isolées au sein d'un système fermé qui exclut toute proposition contradictoire. L'herméticité qui caractérise ces raisonnements se traduit donc par leur rigidité et par l'impossibilité d'en discuter. Car à la différence d'une interprétation erronée qui est remise en question quand une proposition contradictoire éclaire sa fausseté, la fermeture qui boucle le raisonnement empêche sa remise en question, maintenant ainsi le moi dans une erreur interprétative. La fausse compréhension repose ici, c'est ce que Sigmund Freud avait déjà remarqué en s'appuyant sur la phénoménologie des obsessions, sur une déformation par ellipse ou par omission. Pour illustrer ce biais, nous pouvons penser au débat politique où les propos d'un intervenant sont déformés en étant isolés de leur contexte. Au-delà d'une manipulation intentionnelle du discours qui vise à étiqueter et à décrédibiliser l'adversaire, cette tendance à isoler, à catégoriser et à comprendre à faux certains propos peut être appréhendée comme un fonctionnement défensif du moi. À cet égard, la structure des obsessions éclaire bien cette tendance à se méprendre en isolant le contexte ou en l'élidant, si bien que l'obsession peut se définir comme une focalisation exclusive de l'attention sur un ensemble clos de représentations de mots. Telles des œillères par lesquelles le moi considère quelques pensées isolées, la perspective étriquée induit une interprétation erronée dont la consistance dépend autant des représentations de mots isolés que de celles qui sont élidées. Les apports lacaniens permettent de remarquer que cette distorsion interprétative résulte de l'effet rétroactif que produit le découpage d'un ensemble de mots à l'égard du sens de l'unité phrastique. Effet lié, je cite Lacan, à la rétroaction du code sur le message qui, à chaque instant, donne à la phrase son sens. Cette dimension rétroactive du sens éclaire le fonctionnement du procédé découvert par Freud sous le nom d'annulation rétroactive, procédé par lequel le moi mystifie sa réalité en faisant disparaître les significations qui le dérangent. En conditionnant un ensemble clos de représentations de mots, le moi produit une signification illusoire, une fausse compréhension par laquelle il manipule sa lecture du réel. Ces lectures constituent donc des lectures fausses, des interprétations imaginaires que Fernando de Amorim nous apprend à distinguer de l'interprétation vraie, celle qui s'articule au grand autre barré et qui nomme l'interprétation symbolique. Ainsi, la prise en compte de ces œillères par lesquelles le moi conditionne sa réalité permet de préciser la consistance des interprétations imaginaires et de repérer les dialogues de sourds qui résultent de leur cristallisation. Car non seulement l'herméticité qui maintient l'erreur interprétative empêche toute discussion, mais elle conduit le moi à comprendre de travers les mots dont il a isolé la signification. Autrement dit, dès lors qu'une représentation de mots est amalgamée à une signification figée au sein d'un système fermé, ce même mot entendu lors d'une discussion pourra activer systématiquement la signification univoque qui s'est rigidifiée. À cet égard, les dialogues de sourds en politique permettent de repérer, dès lors qu'on y prête attention, les significations figées que certains mots viennent systématiquement charrier. Droits sociaux, retraite, immigration, liberté
ou encore autorité, un certain nombre de mots-clés peuvent ainsi provoquer, tels des signifiants minés, des ruptures discursives et des clivages indépassables. En d'autres termes, ces impossibilités de discuter ne reposent pas sur de la mauvaise foi. Elles résultent d'une sincère impossibilité de se comprendre. Par exemple, quand le signifiant autorité est associé de manière univoque à la signification de l'autoritarisme, l'évocation du mot autorité lors d'une discussion convoquera systématiquement pour le moi la signification de l'abus d'autorité. Dialogue de sourds, dissensions, clivages et conflits sociaux. L'impact de ces méprises nous invite à repérer les significations amalgamées au sein des idéologies fermées, monolithiques, qui divisent nos sociétés. Car quand nous constatons que le mot liberté renvoie univoquement à la signification de la licence ou de la toute-puissance, que le mot étranger fait uniquement écho à la signification de voleur ou d'agresseur, que le mot immigration est systématiquement associé au racisme et à la xénophobie, que le mot femme est lié univoquement à l'idée de sexe faible et d'infériorité, ou que le signifiant homme blanc renvoie exclusivement à la signification de pervers ou de dominant, nous remarquons alors que ces significations figées induisent autant d'incompréhension et de clivage qu'elles produisent de fonctionnements absurdes et destructeurs. Avant de poursuivre, notons que Jacques Lacan avait déjà remarqué certaines conséquences sociales de ces mécompréhensions, tout comme il avait repéré leur dimension obsessionnelle. En 1973, il affirme « Il est concevable qu'un obsessionnel ne puisse donner le moindre sens au discours d'un autre obsessionnel. C'est même de là que partent les guerres de religion. » Si ces significations figées peuvent donc engendrer des guerres et des conflits sociaux, il semble essentiel de dégager la structure de ces systèmes obsessionnels et de remarquer qu'au-delà de leur forme religieuse, politique ou politiquement correcte, ces systèmes hermétiques induisent autant de dissensions dans le champ de la psychologie, de la psychanalyse ou encore dans le champ médico-chirurgical. À cet égard, la thématique de cette journée témoigne précisément du clivage qui est fait aujourd'hui entre la conception du malade et celle de la maladie. Eh bien, de la même manière qu'il est possible de remarquer que le clivage gauche-droite qui divise nos sociétés est lié à des significations cristallisées, cette impossibilité de penser la maladie et le malade repose sur le même type de système fermé. La dimension obsessionnelle de ces conceptions se repère précisément en ceci, qu'elles focalisent l'attention de manière exclusive sur un ensemble clos de signifiants. Que ces œillères conduisent le moi d'un analyste à exclure la dimension organique en ne considérant que le psychisme du patient, ou qu'elle se retrouve chez le praticien en médecine qui se focalise sur le symptôme sans ne jamais prendre en compte la subjectivité du patient, nous retrouvons la même logique bornée et elliptique. Cette façon obsessionnelle de ne penser qu'à une chose en élidant le reste, de se concentrer sur un détail en omettant l'essentiel, ou de transformer le particulier en universel, doit donc être distingué strictement de la façon par laquelle le clinicien se concentre sur son champ opératoire. Car quand le psychanalyste opère en considérant l'appareil psychique du patient, cela ne l'empêche pas d'être vigilant aux symptômes organiques qui peuvent se représenter, ainsi de pouvoir orienter le patient vers un confrère médecin. Et de la même manière, quand un chirurgien opère en se concentrant sur l'organisme du patient, cela ne l'empêche pas pour autant d'être vigilant aux symptômes organiques et d'orienter le patient vers un psychanalyste. Or, précisément, la lecture obsessionnelle consiste en une focalisation exclusive de l'attention. Elle peut donc conduire le moi de l'analyste à ne considérer que le psychisme du patient, ce qui revient à élider le réel du corps, comme elle peut mener le moi du médecin à traiter l'organisme en omettant systématiquement le psychisme, soit en excluant le désir, la singularité et la responsabilité du patient. Alors, s'il est possible de se rendre compte des incompréhensions qui résultent de ces lectures obsessionnelles,
ou encore de la compartimentation arbitraire qu'elles induisent dans le champ de la santé, il est important de souligner que ces clivages reposent sur des erreurs de bonne foi. Car à l'instar de l'obsession amoureuse, où le moi est obnubilé par un objet dont il valorise excessivement les qualités, il s'agit de remarquer que l'obsession conduit le moi à être absorbé par une signification erronée, par une interprétation imaginaire, qu'il ne peut mettre en perspective. Dans le champ du soin, nous ne saurons nous étonner que cette fausse compréhension s'articule au souhait impérieux de soigner, à cette furor sanendi dont Freud et Lacan nous ont appris à nous méfier. Autrement dit, les systèmes obsessionnels qui clivent aujourd'hui le champ du soin se structurent autour d'une signification erronée par laquelle le moi entretient l'illusion de soigner. Conclusion hâtive d'une pensée magique voilée qui se pare aujourd'hui des attributs de la scientificité, l'illusion de soin ou l'illusion de guérison résulte de l'isolation d'une boucle logique, d'un raisonnement hermétique qui induit la fausse compréhension. La signification erronée du soin à laquelle le moi est appendu repose sur l'isolation du contexte, contexte au sein duquel la disparition momentanée du symptôme est interprétée comme une rémission, voire comme une guérison. Qu'il s'agisse alors de soigner l'anxiété avec des TCC, de soigner la phobie avec de l'hypnose, de soigner la dépression avec des antidépresseurs, de soigner le diabète avec des antidiabétiques, de soigner l'infertilité avec une FIV, ou encore de soigner l'obésité avec une chirurgie bariatrique, la signification erronée du soin repose à chaque fois sur le découpage d'une boucle logique hermétique qui conduit le moi à considérer uniquement l'acte pratiqué et la disparition de la représentation de mots isolés. Alors que le traitement proposé constitue un semblant de soin, ou qu'il forme un soin nécessaire mais non suffisant, il est facile de se rendre compte que ces fausses compréhensions induisent une problématique cruciale pour notre système de santé. Car en laissant à penser au moi que le traitement proposé constitue un traitement suffisant, l'illusion de soin conduit non seulement à instituer des traitements remboursés qui s'avèrent insuffisants ou inappropriés, mais aussi, et peut-être même surtout, elle empêche le moi de considérer le ou les traitements qui s'avèrent réellement nécessaires. Autrement dit, la signification figée qui leurre le moi le conduit autant à prescrire un traitement inapproprié qu'elle l'empêche de comprendre en toute sincérité le traitement réellement approprié. Ainsi, ces mécompréhensions empêchent littéralement de considérer une logique clinique qui tienne compte à la fois de l'organisme et de la subjectivité des êtres parlants. L'univocité qui caractérise ces significations figées conduit inexorablement à cliver et à compartimenter le champ du soin en une infinité de systèmes hermétiques, soit en une infinité de systématismes psychologiques, médicaux et chirurgicaux qui ciblent des symptômes isolés en visant leur disparition temporaire. Le gaspillage qui résulte de ces illusions de soins est plus que jamais palpable dans le naufrage de notre système de santé et par extension, si nous considérons les centaines de milliards d'euros annuels gaspillés, dans celui de notre société. Alors, si la clinique du partenariat constitue sans aucun doute une nécessité, elle nous invite à prendre en compte ces œillères qui empêchent de la considérer, à savoir ces lectures bornées, elliptiques, obsessionnelles, qui se présentent aujourd'hui comme des lectures scientifiques et rationnelles. Je vous remercie.